Bonjour, bienvenue sur la dernière vidéo de présentation des factions de Saga l'Âge des Vikings. Nous allons parler de la faction des derniers Romains ou de l'Empire byzantin, comme on les connaîtra plus tard. Cette faction sera principalement portée vers le tir, même si on va voir qu'elle possède une grande variété de troupes et qu'elle peut avoir aussi quelques atouts sur de la cavalerie puissante ou des gardes spéciaux, ce qui est sympathique. Pour les options d'unité, le seigneur sera obligatoirement monté à cheval. Les gardes pourront être à cheval ou à cheval avec des arcs composites. Ça c'est intéressant parce que c'est la seule faction qui le propose dans l'âge des Vikings. Unité de gardes spéciaux, on va dire. En fait, ce sont des gardes à pied avec armes lourdes. Voilà, on est limité à une seule unité avec cette option d'équipement. On peut en mettre 8 dans la même unité, etc. Mais une seule unité. Puis cette unité gagne des règles particulières grâce au seigneur légendaire. Il faut faire attention, le « nous sommes à vos ordres » ne s'applique pas si on ne possède pas le seigneur légendaire. Voilà, faut en tenir compte. Ensuite, nos guerriers seront en équipement standard ou avec des arcs. Et les levés auront des javelots ou des frondes. On peut voir qu'il y a une grande variété d'équipements différents, avec une élite compétente, une unité spéciale, et puis des guerriers assez classiques, même avec des armes de tir et des levées, voilà. Javelot fronde, c'est très bien en fait. Il n'y a que le fait que le seigneur soit à cheval, c'est un peu particulier, mais certainement que les Byzantins préféraient avoir un commandant à cheval pour le distinguer. Ça doit être historique, je pense. Donc c'est bien que ça soit retranscrit. Au niveau des capacités, les capacités basiques ne changent pas. Ce sont les mêmes que d'habitude, avec les activations, les réserves d'activation, etc. Pour les capacités spéciales, la première, ce sera défense, une réaction à une activation. On peut la déclencher une fois que l'adversaire a choisi une unité pour tirer. Mais avant qu'il tire, on peut choisir la cible de ce tir. Il y a une petite contrainte quand même, on ne peut pas choisir une unité qui n'est pas éligible au tir. Il faut qu'on choisisse une unité éligible par au moins la moitié des figurines adverses. Alors, je suis pas sûr que ça soit si bien que ça. Ça coûte quand même un dé pour pas tout à fait annuler un tir quand même. Ça peut permettre de sauver le seigneur en dernier recours ou de se prémunir sur notre unité de garde, mais enfin, on va quand même subir des tirs. À la limite, si on arrive à faire perdre la moitié de ses dés d'attaque à l'autre, mais bon, je suis pas fan. Enfin, pourquoi pas, c'est là en tout cas. La seconde capacité, tir indirect, qui utilise un dé peu commun, la bannière, ou un dé rare. Il y a un symbole avec la croix que je ne connais pas. Honte sur moi. Donc tir indirect, on peut cibler une unité uniquement équipée d'arc et pas d'arc composite, il faut le préciser. Ensuite, cette capacité est présente dans la fac, elle a été améliorée. Donc on peut activer une unité pour un tir et cette unité bénéficiera de 3 dés d'attaque supplémentaires. De plus, durant ce tir, toutes nos figurines ont une ligne de vue sur l'unité ciblée. Alors c'est une activation, l'unité équipée d'arc c'est un guerrier, donc c'est une activation de guerrier un peu plus chère pour avoir 3 dés d'attaque. Ça leur permet de combler les lacunes par rapport au levé.
c'est bien et ça permet de mettre les archers au niveau des levées. Et puis après, comme les archers sont des guerriers, ils ont quand même une polyvalence plus importante, étant donné qu'ils se défendent bien au corps à corps également. Donc je trouve que c'est très bien. Sans la fac, en fait, cette capacité était plutôt inutile parce qu'on a très souvent des lignes de vue. À Saga, c'est pas ça qui nous gêne. Donc, à moins qu'on se cache derrière un bâtiment qui cache totalement la vue, mais j'ai quand même des doutes. Donc, maintenant qu'elle rajoute ces 3D d'attaque, c'est très bien. Une bonne capacité qui justifie pleinement les archers. Même s'ils étaient déjà bien sans ça, là au moins la capacité est jouable et elle améliore une de nos unités. La troisième capacité Saga, qui nécessite 2D communs, 2 fois le casque, qui s'appelle Barrage. Elle nous permet d'activer toutes nos unités de piétons équipées d'armes à distance pour un tir. Donc voilà, ça c'est ce qui fait que les derniers Romains sont une faction de tir. Vous allez certainement jouer 2, 3, 4 unités de tir à pied avec les derniers Romains. Et ça va représenter une sacrée activation multiple. En fait, même avec 2 unités de levée, c'est valable parce que ça active 2 unités de levée plus facilement. Donc, avant qu'elle soit mauvaise, cette capacité-là, vous aurez déjà perdu la partie si vous n'arrivez plus à la rentabiliser, celle-là. Donc, voilà, c'est très bien, 2D communs. Le plateau nécessite beaucoup de dés communs, alors à vous de les tirer maintenant. Quatrième capacité, une capacité de défense au corps à corps, tir de harcèlement. Elle nous permet de gagner 2 dés de défense ou 4 dés de défense si on l'utilise sur une unité équipée d'armes à distance qui comporte 6 figurines ou plus. Donc bon, 2 dés de défense c'est limite, 4 dés c'est bien, surtout pour un dé commun. Donc étant donné que vous risquez d'avoir beaucoup d'unités équipées d'armes à distance, ça va constituer une bonne défense au moment où vous allez vous faire charger. Parce que bon, vous tirez, mais au bout d'un moment, vous allez vous faire charger. À moins que vous arriviez à le réduire en néant avant qu'il arrive sur vous, mais sinon, il va bien falloir faire quelques corps à corps. Et donc ça permet de bien protéger vos unités de tireurs. 5e capacité, soubresaut qui s'utilise encore une fois avec un des communs, le casque, une capacité de corps à corps uniquement quand on est défenseur. On peut subir une fatigue, se faire subir une fatigue pour gagner 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. À partir de ce moment-là, votre adversaire ne peut plus exploiter les fatigues. Donc on aura la fatigue pour la suite, c'est dommage. Mais en tout cas, dans ce corps à corps-là, on va bien s'en sortir. Donc c'est offensif et défensif, même si on ne peut l'utiliser qu'en défense, ça fait réfléchir l'adversaire à vous foncer dessus. C'est bien, et d'autant plus sur les archers, pour lesquels j'ai une bonne préférence finalement. Enfin, pas pour la même raison que les frondeurs. Ils sont complémentaires, on va dire, mais si l'adversaire vous charge vos archers et que vous avez cette capacité, vous allez mieux vous défendre et vous allez quand même lui infliger un certain nombre de dégâts parce que les archers, c'est agressivité 1 au corps à corps et c'est pas négligeable, quoi. Quand les gardes, c'est seulement... les gardes, excuse-moi. Tandis que les frondeurs, c'est seulement un tiers. Donc c'est pas du tout négligeable. Ça n'a pas la même... 5e capacité, soubresaut. Une capacité de corps à corps qui nécessite un dé commun. Le casque, encore une fois un dé commun. Elle peut s'utiliser uniquement quand vous êtes le défenseur. Grâce à cette capacité, on peut faire subir volontairement une fatigue à notre unité pour gagner 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Par contre, l'adversaire ne peut plus exploiter nos fatigues pendant ce corps à corps.
Donc évidemment, à la fin du corps à corps, on va se retrouver avec 2 fatigues supplémentaires. Mais ça nous permet de faire une bonne contre-attaque. Particulièrement sur les guerriers avec des arcs. Parce que c'est des guerriers, donc ils ont 1 d'agressivité au corps à corps. Et bon, même s'ils ont une mauvaise défense, vous risquez quand même d'infliger des pertes à votre adversaire. Les 2 dés de défense supplémentaires peuvent être une bonne chose pour pourquoi pas se prémunir d'une blessure. En tout cas, ça risque de le faire réfléchir à vous charger. Donc ça, c'est plutôt une sorte de contre-attaque, alors que la précédente, le tir de harcèlement, c'était vraiment de la défense pure. Voilà, à voir. Et puis, si vous avez des guerriers sans option d'équipement, ça peut servir aussi. Après, vos gardes à cheval, etc. Pourquoi pas? Même si les gardes à cheval, c'est quand même un peu risqué de leur faire prendre autant de fatigue. Enfin, en tout cas, moi, je pense que la meilleure utilisation, ce serait sur les archers, qui gagnent en polyvalence. C'est peut-être un petit peu moins de dés d'attaque à distance que les frondes, mais vu qu'ils se défendent mieux au corps à corps, ça équilibre bien la chose. La 6e capacité, qui nécessite un dé peu commun, la bannière, garde une réaction à une activation. Alors c'est le pendant corps à corps de défense. On peut déclencher cette capacité après une activation de charge adverse, mais avant que celle-ci soit résolue. C'est nous qui allons choisir la cible de la charge. Donc ça, c'est quand même super. Ça permet de bien protéger nos archers, nos frondeurs, tous nos tireurs, quoi. Vers une unité de guerriers en équipement standard, par exemple, qui pourront serrer les rangs, etc., pour bien se défendre. Et puis, de toute façon, ça sert surtout à temporiser le fait de perdre nos tireurs. Donc, pour gagner un tour de tir supplémentaire dans l'ennemi. C'est comme ça que je le vois. Puis, ça peut faire quand même quelques surprises si on redirige la charge vers nos gardes Vareg, qui risquent de filer une peignée à ceux qui ont chargé. Donc voilà, c'est super. Et en termes de contrôle de jeu, ça offre pas mal d'opportunités. C'est bien mieux que le truc de défense, à mon avis. Mais bon, c'est 2 utilisations différentes en fonction de votre adversaire. En tout cas, on a les 2 options, donc je trouve que c'est bien. La 7e capacité, contournement, qui utilise un des communs, le casque, ou un des rares, la croix. Ça nous permet d'activer une unité pour un mouvement qui ne génère pas de fatigue. Mais ce mouvement ne doit jamais passer, ni commencer, ni finir, ni passer à quelque moment que ce soit à M d'une unité ennemie. C'est un peu contraignant, sauf si l'ennemi joue groupé. Ça sert vraiment à contourner pour le coup. On peut bien l'utiliser sur des cavaliers par exemple. Vu que ça fait pas de fatigue, ça nous permet de faire 2 mouvements assez facilement et de prendre l'ennemi de dos. Ou alors ça nous permet un repositionnement d'une de nos unités de tireurs qui pourrait être à portée de l'ennemi. Une fois qu'elle a tiré, grâce à ça, on pourrait les faire reculer, par exemple. Si on utilise le dé rare, on peut relancer le dé et le placer sur le plateau. Il y a quand même quelques occurrences d'utilisation du dé rare. Donc, pas sûr qu'elle soit valable. Ça, c'est vraiment, si vous chopez un second dé rare, il ne sera pas perdu, quoi. Donc, pourquoi pas, c'est du mouvement, sans fatigue, ça se fait. La 8e capacité, Contos, qui nécessite 2 dés communs, les 2 casques. Elle ne s'applique uniquement qu'à une unité de garde montée sans arme de tir. Donc voilà, les gardes à cheval, sans arc composite. Elle a été fac, donc il faut faire attention. Elle nous permet de lancer un dé par figurine qui est présente dans notre unité.
Et pour chaque résultat de 3 ou plus, donc pas 4 comme c'est écrit sur le plateau, l'ennemi doit défausser un dé d'attaque ou un dé de défense, c'est nous qui choisissons. Donc évidemment là ça va nécessiter des grosses unités de garde, voilà, au moins 6 et dans l'idéal 8, parce que on peut totalement annuler une phase d'attaque ennemie, donc l'attaquer gratuitement finalement, ou alors favoriser son nombre de touches et pour en faire des touches automatiques, quoi. Donc c'est intéressant, c'est dommage qu'il faille lancer des dés, peut-être que ça aurait été trop fort sinon, mais enfin, je sais pas. C'est particulier, le fait qu'il faille lancer les dés, ça me chagrine un peu. C'est la seule vraie capacité de corps à corps qu'on ait qui peut faire la différence, quoi. Donc, je sais pas, je suis mitigé sur ça. Et en même temps, ça nous permet de jouer une grosse unité de garde à cheval. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que c'est cher. Mais de notre côté, ça peut pas coûter qu'un seul dé. Puis il y a le fait de devoir lancer les dés, l'aléatoire, donc c'est simple, hein, normalement, statistiquement, vous avez 2 tiers de ces dés-là qui passent. Donc si vous avez une unité de 6, c'est simple, vous en aurez 4. Et si vous avez une unité de 8, vous en aurez 5 ou 6, quoi. Bon, ce qui est bien, hein, mais bon, voilà, je sais pas. Ça, en tout cas, c'est là si vous voulez jouer une grosse unité de garde à cheval. 9e capacité, tactique supérieure qui nécessite un dé peu commun ou un dé rare. Une capacité de corps à corps qui nous permet de gagner un dé d'attaque et un dé de défense, plus un dé supplémentaire d'attaque ou de défense. C'est nous qui choisissons. Si on utilise le dé rare, on gagne 2 dés d'attaque et 2 dés de défense, plus un dé supplémentaire d'attaque ou de défense. Pourquoi pas? Pour remplacer soubresaut, c'est-à-dire avoir ça, des bonus sans la fatigue. C'est vrai que finalement, soubresaut, c'est un peu cher, un dé en plus. Ensuite, comme sur le plateau, les dés rares servent pas trop. Si on a un second dé rare, ça nous fait bénéficier quand même de 5 dés, ce qui est bien. Là, faut pas le nier. Pour un dé rare, on pourrait trouver ça cher, mais en fait, ils ne nous servent pas à grand-chose d'autre. Hein. Ça sera ça au contournement. Pour le second dé, hein, je dis, parce que le premier dé rare va servir à autre chose. Mais bon, pourquoi pas, il est en concurrence avec Soubresaut. Soubresaut s'utilise avec un dé commun, donc voilà. C'est une fausse concurrence et uniquement en défense. Donc celui-là, il peut aussi servir en attaque quand même. C'est un petit bonus en attaque. Voilà, pourquoi pas. C'est pas la folie non plus. Dernière capacité du plateau, celle-là, il y a un petit peu de lecture. Stratégos, qui est un ordre ou une réaction à la phase d'ordre adverse. Elle se déclenche avec un dé commun et un dé rare. Elle nous permet de prendre 8 dés à 6 faces classiques, hein, pas les dés saga. On les place sur cette capacité et en fait, chaque fois qu'on va livrer un corps à corps, on peut, au lieu de déclencher une capacité saga, prendre jusqu'à 4 dés qui sont présents sur cette capacité et les ajouter à notre réserve, que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà, c'est très bien, surtout pendant son propre tour, étant donné qu'on va pouvoir utiliser ces dés-là pour améliorer complètement nos corps à corps, voilà, sur nos unités de garde puissants, même sur des piétons qui servent à protéger nos tireurs. Donc voilà, c'est bien, ça nécessite 2 dés, mais c'est pas perdu. Quand on compare avec toutes nos capacités de corps à corps,
ben, ils sont la plupart du temps plus rentables sur ça. Et le dé rare, en fait, c'est la meilleure façon de le rentabiliser, hein, mis à part la réserve d'activation si on a besoin de dés. Mais sinon, c'est très bien. Donc ça va quand même, à mon avis, beaucoup orienter votre jeu, si vous l'avez ou pas à ce tour-ci. Ça va vous permettre de faire un tas de choses, de prendre le dessus sur les corps à corps importants. Le défaut, quand même, il y en a un, c'est qu'on doit défausser les dés restants à la fin du tour. Donc, bon, on sait à peu près combien de corps à corps on va faire dans ce tour-ci quand c'est notre tour. Donc, on va réussir à tous les dépenser, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on l'utilise en tant que réaction. On va l'utiliser pour se prémunir, mais bon, il va falloir tout dépenser, donc on aura tendance à le dépenser peut-être tout d'un coup. Enfin, on peut le dépenser en 2 fois minimum, mais ça reste bien et dissuasif pour l'adversaire, hein. Mais 2 dés pour quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, c'est un peu bizarre. En tout cas, ça reste bien, autant offensivement que défensivement, et même pour le jeu de bluff avec l'adversaire, pour lui montrer qu'on a déclenché ça, on a beaucoup de dés en réserve, donc à qui que ce soit qui va s'en prendre, il risque d'en subir les conséquences, quoi. Chacune de nos unités devient potentiellement efficace avec ça. Même nos levées, quoi, ils nous les chargent, on avait 4 pauvres dés d'attaque, on se retrouve avec 8 dés d'attaque, c'est pas la même. Donc c'est très bien, c'est le cœur du plateau à mon avis, avec barrage quand même, parce que je vois pas vraiment de bande de derniers romains qui ont pas une grande quantité de tireurs. Donc voilà, et tout ça, ça nécessite beaucoup de dés communs, les meilleures capacités du plateau, barrage, stratégos, contos si on veut jouer les grosses unités de garde. Donc il va falloir en tirer, et puis surtout des capacités qui nécessitent 2 dés à chaque fois. Vous n'en aurez pas une infinité non plus. Il va falloir faire des choix assez intéressants, quoi. Comme d'habitude, un petit mot sur les unités légendaires. La première, c'est Harald Hardrada, le même qui est présent chez les Vikings, mais dans sa jeunesse. Là, il est capitaine de la garde Vareg. Il est équipé d'une arme lourde, il a une armure en conséquence, génère 2 dés saga, bon, classique chez les unités légendaires. Ces 2 dés saga, par contre, il peut lancer des dés vikings à la place des dés romains. Mais ces dés ne sont utilisables que pour le bonus de combat. Et au lieu de générer un dé d'attaque ou de défense, ils en généreront 2. Si vous obtenez le symbole rare, ils en généreront 3. Voilà, c'est un petit effet. Par contre, si vous l'incluez dans la bande, vous pouvez recruter autant de Vareg que vous voulez. Voilà, c'est pas mal. Surtout que ces Vareg-là ont la règle spéciale « Nous sommes à vos ordres » qui peut s'appliquer uniquement sur les guerriers et les levés. Alors c'est pas grave qu'elle s'applique, c'est pour éviter qu'ils se l'appliquent entre eux en fait, parce que vous ne pouvez recruter que ce type de garde-là si vous incluez Harald dans votre bande. Donc c'est bien en fait, ça vous permet d'avoir plusieurs fois « Nous sommes à vos ordres » qui vous permet de faire pas mal d'activations gratuites. C'est intéressant, voilà. À voir si c'est nécessaire, mais en tout cas, c'est pas mal. Même sur une seule unité. Ça change légèrement la chose. Bon, après, je vous cache pas que je le préfère largement chez les Vikings, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas un vrai héros byzantin dans cette faction. Mais bon, peut-être qu'à cette période-là, ils n'avaient pas grand monde à se mettre sous la dent, je sais pas. La seconde unité légendaire, pour le coup, c'est une unité, c'est assez rare pour le noter.
Les clibanophoros, le point d'acier de l'Empire. C'est une unité de cataphractaires en fait, des cavaliers cataphractaires, des gardes. Donc ce sera 4 figurines pour 2 points ou 8 figurines pour 3 points. Voilà, il y a une ristourne, mais ça implique que la moitié de votre bande tienne dans une seule unité. À voir, en tout cas ça reste intéressant. Donc ils ont la règle spéciale détermination, la règle spéciale résistance, ce qui est très bien. Ensuite la règle spéciale cataphractaire, qui réduit leur distance de mouvement à M, mais ils conservent quand même une distance de charge à L, ce qui fait que c'est pas si contraignant que ça. Et la règle point d'acier, qui fait que toutes les unités qui se font charger par les clibanophoros subissent une fatigue dès l'impact, ce qui est exceptionnellement bien. Voilà. Ensuite, ça va être compliqué de voir si on n'a mis qu'un seul point, si c'est assez léger, ou 2 points, mais ça prend beaucoup de budget. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça propose quelque chose de nouveau et de supplémentaire à la bande, quoi. Donc moi, j'aime beaucoup. J'ai oublié de dire, ils n'ont pas de réduction d'armure à cause du cheval. Donc c'est 5 au corps à corps et 5 contre le tir. Ce qui est très bien également. Voilà, j'aime beaucoup en fait. Puis c'est la classe sur le champ de bataille. Une grosse cavalerie lourde comme ça. Pour donner mon avis général sur la faction, je pense que c'est vraiment une faction de tir. Je pense pas être le seul à l'avoir comme ça quand même. Surtout grâce à la capacité barrage. Et quelques autres, comme le tir de harcèlement ou garde. Enfin, on a vraiment des choses pour activer et protéger nos tireurs. Donc je pense que c'est une faction qui va en comporter beaucoup. Même si on peut aussi noter ça dans les points positifs, il y a une grande versatilité. De par le choix important d'unités que l'on peut prendre. Donc c'est quand même pas négligeable. On a une unité, une option d'équipement exclusive, je crois, hein, qui est les gardes avec arc composite à cheval. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune compétence du plateau pour eux. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. Il aurait pu y avoir contournement, mais en fait, vu qu'on doit rester à plus de M, c'est râpé. Donc je suis pas sûr qu'on en voit vraiment chez les derniers Romains. Voilà. C'est comme ça. On peut quand même inclure de la cavalerie. Cavalerie lourde, hein, parce que bon, même si on prend pas l'unité légendaire, une grosse unité de garde à cheval, ça reste quand même de la cavalerie lourde. Et faire une armée assez, versatile, c'est pas le mot, mais variée, avec des tireurs, voilà, archers, frondeurs, même javelots, pourquoi pas, des piétons qui vont les défendre, donc des guerriers, voire des varègues, et puis une élite cavalière qui va chercher l'ennemi chez lui. Voilà. Grâce à quelques capacités de corps à corps, notamment stratégos, même si ça peut servir en offensif, mais ça va rester selon moi une capacité défensive importante. Puis il y a Kontos quand même qui permet d'envoyer notre unité de cavaliers chercher l'ennemi chez lui à moindre risque. Pour inclure les clibanophoros, c'est un peu la même chose en fait. Moi j'ai tendance à mettre une unité de 8, donc qui va me coûter 3 points, et de la soutenir avec une unité d'archer et 2 unités de frondeurs à l'arrière, ce qui nous permet d'avoir un bon tir et d'envoyer ces espèces de bulldozers dans le camp adverse qui vont
qui vont lui causer bien du souci et retarder leur avancée vers notre camp. Je sais pas si c'est la meilleure façon de les jouer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois. Donc, je vous le propose, et puis à vous de juger. Mis de flèches et de se défendre au mieux quand on va finalement devoir encaisser les charges. C'est pas hyper plaisant comme style de jeu, autant pour soi que pour l'adversaire. Voilà, ça fait pas un jeu nerveux, ça fait pas... Mis à part si vous incluez votre unité de cavalier, qui peut permettre quelques trucs. Mais sinon, vous allez surtout vous contenter d'attendre, de tirer. Puis vous allez beaucoup tirer, mais vous n'avez même pas de bonus pour ça. Donc ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Voilà, c'est quand même une faction intéressante, un peu inattendue, franchement. Je ne m'attendais pas à avoir une faction romaine dans ce supplément, mais en fait ça se tient tout à fait, puisque les Vikings sont allés jusque-là et qu'on rencontre tous les gens que les Vikings ont croisés dans une période plus ou moins vaste. Alors c'est très bien qu'ils soient là. Maintenant, je vais proposer une paire de listes qui seraient des bases, selon moi toujours, attention, ça n'engage que moi et ceux qui m'écoutent. Des compositions de bandes pour les derniers Romains. La première, je prendrai 2 points de levée, 2 points de guerrier et 2 points de garde. Donc les levées, je les mettrai plutôt avec fronde pour bénéficier au maximum des capacités barrage. Les guerriers, je prendrai un guerrier avec arc et un guerrier à pied, qui servira principalement d'écran pour tous nos tireurs et la redirection des charges. Le guerrier avec arc pour sa polyvalence et la capacité de tir indirect, qui devient très intéressante finalement grâce au plus 3D d'attaque. Sinon, j'étais un peu plus mitigé sur les archers, mais là en fait, ça vaut le coup. Les gardes, une grosse unité de 8 gardes à cheval pour aller chez l'adversaire, chercher le combat au corps à corps, quoi. Et 8 gardes à cheval en fait grâce à Contos. En fait, pour utiliser Contos, il faut une unité de 8 gardes. Alors évidemment, Contos et barrage dans le même tour, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est le meilleur moyen que je vois d'employer cette capacité-là. Ensuite, ça c'est suivant vos goûts, mais vous pouvez remplacer un point de guerrier, ceux qui sont en équipement standard à pied, par un point de garde-vareg. Je pense pas que ça soit super pertinent parce que c'est surtout en défense dont on a besoin de cette unité, mais bon, ça peut faire une toute petite variante en fonction de ce que vous voulez. Voilà, votre seigneur est à cheval. Il peut soit suivre votre groupe de garde, soit rester pour donner des ordres aux archers. Ça, c'est au choix. C'est vous qui verrez. Ensuite, on peut faire une liste où on se passe de cavalerie. Ça sera plus statique, mais on aura plus de tirs et plus d'unités aussi. On peut conserver nos 2 levées avec fronde. Ensuite, on met 2 guerriers avec arc et puis 2 guerriers en équipement standard. Ou alors un guerrier en équipement standard et une garde vareg pour avoir des gardes pour notre seigneur. Pourquoi pas? Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ça nous fera 4 unités de tir et 2 unités de combat, plus le seigneur, qui pourront rediriger les charges et bénéficier des quelques capacités de corps à corps du plateau. Surtout de stratégos, en fait, qui nous permettront quand même si on s'est fait
rentrer dedans, de riposter plutôt convenablement, ou pour achever les quelques malheureux qui auront survécu à la grêle de tir. Voilà. C'est une autre façon de voir le truc. Je pense que ça se tient. Après, s'il y a des gens qui jouent 6 points de tireur, vous n'avez pas d'âme. Une petite bande pour Harald quand même. On va essayer de bénéficier de ces bonus, quoi. Donc on mettrait 2 unités de garde Vareg, de 4 figurines chacune. Là on n'a pas trop le choix. Puis 2 unités de frondeur et une unité d'archer. Voilà. Là ça va être de tout donner au moment où il faut le donner. Grâce à... On a 3 fois, nous sommes à vos ordres. Donc on peut faire des gros tours de tir. Bon, le problème c'est que ça va nous épuiser rapidement et qu'à un moment donné il va falloir se reposer. Donc voilà, il faudra ménager ça. Mais en tout cas, on aura quand même les Vareg pour le corps à corps. Avec Harald aussi. Même s'il se défend pas mieux qu'un seigneur classique. Voilà, c'est une petite variante qui peut être appliquée, quoi. Pourquoi pas. Pour inclure les clips en eau-fourroie, c'est un peu la même chose en fait. Moi j'ai tendance à mettre une unité de 8, donc qui va me coûter 3 points, et de la soutenir avec une unité d'archer et 2 unités de frondeur à l'arrière, ce qui nous permet d'avoir un bon tir et d'envoyer ces espèces de bulldozers dans le camp adverse qui vont lui causer bien du souci et retarder leur avancée vers notre camp. Je sais pas si c'est la meilleure façon de les jouer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois. Donc, je vous le propose, et puis à vous de juger. Voilà, on arrive à la fin de la 12e vidéo avec les derniers Romains. Je remercie beaucoup les gens qui ont regardé ces vidéos, surtout ceux qui les ont toutes regardées, attention. Là, je suis très, très reconnaissant. Je remercie bien les gens qui m'ont donné des conseils sur le Discord. Alors, il faut pas qu'ils se vexent s'ils sont pas trop écoutés, mais je suis pas non plus un grand orateur, ni un grand préparateur de vidéos ou d'audio. Donc, j'en ai tenu compte malgré tout dans la mesure que j'ai pu. Faut pas m'en vouloir ou quoi que ce soit. c'est certainement perfectible. Enfin, c'est tout à fait perfectible. Il y a beaucoup de gens qui peuvent sûrement faire mieux. Je les invite à le faire. À mon avis, plus il y aurait de contenu sur le jeu, et plus ça contribuerait à sa diffusion. Donc j'ai essayé de participer à ma petite échelle. Voilà pour l'âge des Vikings. Il manque encore les mercenaires à faire, mais je me sens pas trop les capacités de le faire. Donc si jamais quelqu'un entend ça et que je ne l'ai pas encore fait, ou même si je l'ai encore fait, qu'il se lance. Voilà, au revoir, et puis à la prochaine, sinon ce sera dans l'âge d'Alexandre.